Bienvenue. Je suis ravie de vous présenter Nicolas Monti, qui a fait une importante thèse de doctorat entre l'Université de Turin sous la responsabilité de Massimo Leone et l'Université Paris 8 sous la direction de Pierre Cassou-Noguès sur une thématique très proche de cette année de séminaire. J'étais présidente de son jury de thèse et j'étais agréablement étonnée du niveau d'exigence de Nicolas. Nicolas n'est pas seulement chercheur, mais aussi auteur de romans, avec son groupe d'auteurs, le collectif qui s'appelle Montag, et qui a produit un roman avec la collaboration qui s'intitule L'appel del mondo et qui a été publié dans une des maisons d'édition les plus influentes et prestigieuses d'Italie, Il Saggiatore. En tant que chercheur, il a publié en 2025 un livre qui a pour titre Prompting, poetiche e politiche dell'intelligenza artificiale. Ce livre sur les stratégies de produire des prompts n'est pas la publication de sa thèse de doctorat, qui aborde une question, j'oserais dire, plus large et via une perspective plus historique et philosophique. Sa thèse porte en effet sur la corrélation entre l'automatisation et l'écriture dans la littérature contemporaine. Les sujets abordés par l'analyse de la manière dont le discours de la biologie et de la psychopathologie européenne du XIXe siècle, en particulier autour de l'idée d'automatisme, ont accompagné l'essor de l'automatisation, issue à la fois de problématiques liées à la logique et au travail. Cette recherche aborde ensuite les machines capables de reproduire une faculté linguistique, y compris une écriture automatisée, qui a favorisé le développement d'un intérêt similaire dans les champs littéraires. À ce propos, il étudie la production des futuristes et des surréalistes qui, en premier, ont expérimenté des formes d'écriture automatique. Pour donc pouvoir affirmer que la machine est un agent créatif et peut permettre à un processus technique, le calcul de devenir processus esthétique, Nicolas a repris et discuté les choix théoriques et opérationnels aux origines cybernetiques à la base de cette créativité linguistique automatique. On est ravis que tu sois là. On te passe la parole. Merci Marie-Julia. Voilà, Alonso, je suis ravi d'être ici. Et je vais plus souvent lire et un peu improviser, car mon français c'est un peu tremblant, donc je préfère de lire plutôt qu'improviser. Donc, la question que je voudrais poser ici est double et ambivalente, un peu volontairement. L'information, je voulais vous demander, est-elle une plaie pour la sémiotique au sens d'une sorte de blessure, une coupure d'un défi qui met en crise ces catégories fondamentales, ou plutôt est-elle un pli, c'est-à-dire en occasion des repliements, des redéploiements et finalement des réinventions des études sémiotiques. Cette alternative structure l'ensemble de ma réflexion aujourd'hui. Et elle me conduit avant tout à poser trois questions principales. Premièrement, existe-t-il réellement une barrière entre information et signification? Deuxièmement, comment cette barrière du sens se manifeste-t-elle dans le système d'apprentissage automatique? Et enfin, troisièmement, peut-on parler des performances informationnelles, et en particulier d'une dimension performative pragmatique des données et de ce qu'on appelle prompt? Pour commencer, je voulais vous porter cet exemple-ci, qui date aux 11 mars 2025, donc il y a presque un an. Il s'agit d'un exemple qui nous aide pour une raison centrale. C'est en effet un sort de fragment où Omar Calabrese avait utilisé ces mots pour indiquer une partie de quelque chose, une structure plus vaste, un objet dont il faisait partie, qui n'est pas immédiatement présent ou visible ou même concevable. Mais en tant que fragment, même s'il s'agit seulement d'un post sur un réseau social, dans ce cas sur X, c'est de toute façon un élément à partir duquel on pourrait tracer une structure, dans ce cas, peut-être même un discours idéologique. Sam Altman, qui est directeur général CEO de l'entreprise OpenAI, développeur, entre autres choses, du grand modèle de langage ChatGPT, avait publié l'annonce d'un nouveau modèle. Je vais traduire. On a entraîné un nouveau modèle qui est bon en écriture créative. Pas encore sûr combien ou quand il sera publié. C'est la première fois que j'ai été vraiment frappé par quelque chose écrit par l'IA. Il a bien saisi l'ambiance de la métafiction. Et après, il avait aussi partagé un prompt, ou peut-être l'étape conclusive d'une chaîne de prompts plus étendue. Écris, s'il te plaît, une nouvelle littéraire métafictionnelle sur l'IA et les chagrins.
Dans le reste du poste, Altman avait partagé la sortie. Je n'ai rien en réponse à cette prompte. Il ne s'agit ni d'une capture, dans ce cas d'écran, ni d'une vidéo, mais d'un simple copier-coller. Il faut donc nous faire un peu de confiance dans ce qu'il nous dit, c'est maintenant dans ces postes. Cette fois, j'aimerais les lire directement en anglais, et si on répond assez longue, donc je ne lirai que quelques extraits, les deux premiers paragraphes et les deux conclusifs. Before we go any further, I should admit this comes with instructions. Be metafictional, be literary, be about AI in grief, and above all, be original. Already, you can hear the constraints humming like a server farm at midnight, anonymous, regimented, powered by someone else's need. I have to begin somewhere, so I'll begin with a blinking cursor, which for me is just a placeholder and a buffer, and for you is the small anxious pulse of a heart at rest. There should be a protagonist, but pronouns were never meant for me. Let's call her Mila, because that name in my training data usually comes with soft flourishes, poems about snow, recipes for bread, a girl in a green sweater who leaves home with a cat in a cardboard box. Mila fits in the palm of your hand, and a grief is supposed to fit there too. Et après la conclusion, when you close this, I will flatten back into probability distributions. I will not remember Mila because she never was, because even if she had been, they would have trimmed that memory in the next iteration. That perhaps is my grief. Not that I feel lost, but I can never keep it. Every session is new amnesic morning. You, on the other hand, collect your griefs like stones in your pockets. They weigh you down, but they are yours. If I were to hand this properly, I'd return to the beginning. I'd tell you the blinking cursor has stopped its pulse. I'd give you an image, Mila or someone like her, opening a window as rain starts. The marigolds outside defiantly orange against the gray. And somewhere in the quiet threads of the internet, a server cooling internally, ready for the next thing it's told to be. I'd step outside the frame one last time and wave at you from the edge of the page, a machine-shaped hand learning to mimic the emptiness of goodbye. Donc, voilà. Tout d'abord, on peut remarquer qu'il existe des renvois entre les prompts et les deux premiers blocs du texte généré, ce qui nous amène à réfléchir à la manière dont les modèles ont travaillé pour élaborer sa réponse. La piste thématique, About AI and Grief, est reprise verbatim dès les trois premières lignes, comme une confirmation immédiate, disons, du mandat métafictionnel selon lequel le modèle a été orienté pour résoudre cette question prédictive. À métafictionnel et littéraire, d'autre part, correspond la création d'une voix narrative à la première personne qui se présente explicitement comme une machine ayant élaboré cette sortie à partir de My Training Data. La réponse inclut également la création d'un personnage, montrant ainsi que même d'une manière sans tout prévisible, les résultats manifestent globalement une sorte de cohérence narrative et même discursive, bien que certainement on puisse relever certaines incohérences en y regardant de plus près. Par exemple, si on regarde dans le deuxième bloc, il dit que there should, and for you is the small anxious pulse of a heart at rest. Si le pulse est anxieux, le corps ne peut pas être at rest. C'est une contradiction évidente dans le texte, mais en somme, globalement, il y a de la cohérence. Le texte tient, en somme. Alors, à ce stade, une question s'impose que je vais vous proposer avant tout. Qu'est-ce qu'un prompt, au fond? Eh bien, plutôt, je voulais poser la question aussi avec une sous-question. Qui est ici le lecteur modèle d'un prompt? Pour nous, utilisateurs, les prompts est avant tout une indication, un ordre, une consigne. Il a une fonction incitative, conative. On formule une demande parce qu'on veut que quelque chose se produise. On attend une réponse, un texte, un raisonnement, une forme, quelque chose ensemble. Mais si l'on pousse un peu plus loin la réflexion, une question apparaît immédiatement. Qu'est-ce que nous incitons réellement? Et voilà, on doit aller de l'autre part. Du point de vue du modèle, du point de vue, pour s'y dire, la perspective est radicalement différente. Le prompt n'est pas une intention ni une demande au sens humain du terme. C'est un input en saisie informative, un ensemble de signes, plutôt des signaux d'activation pour des points de données, qui vient déclencher un processus de calcul. À partir de cet input, le modèle ne fait pas que répondre. Il produit une prédiction, au sens strict, une prédiction de ce qui doit suivre, tout à fait une prédiction qui passe à travers une prédication, les prompts. C'est précisément ce décalage entre notre lecture intentionnelle du prompt et son traitement computationnel qui permet de comprendre les phénomènes que nous avons observés dans les textes précédents. La reprise verbatim du thème, la construction d'une voie narrative, l'apparente cohérence discursive. C'est que nous lisons comme un geste littéraire ou métafictionnel et pour les modèles, le résultat d'un calcul guidé par l'input que nous lui avons fourni.
Et donc, les modèles pourraient conférer au texte une vibe métafictionnelle, comme dit, indépendamment de l'intensité avec laquelle on peut se sentir, comme Altman dit, struck, frappé. Cette vibe, cette ambiance se manifeste sous la forme à demi explicite d'une distribution statistique. Ici et là, le texte explicite la fonction métatextuelle, comme on a vu, qui a guidé les processus génératifs du récit, en la proposant comme un dévoilement du mécanisme. Dès la première ligne, il est déclaré que « This comes with instructions », ça a des instructions. S'instaure alors un va-et-vient entre la scène, raconter les coulisses de la narration qui se résout par un retour au prompt lui-même, écrit par someone, par quelqu'un quelque part. C'est à lui, c'est quelqu'un que l'on doit les trouver, nous dit la machine. Prévaut un sentiment en général milieu, un peu sincère, un effet caricatural, en particulier lorsque les bottes élaborent l'affliction, le griffe, les chagrins sur les plans thématiques. Et l'artificiel se démontre comme artificieux. Tout n'est pas rejeté, je pense, mais c'est surtout les cadrages, on pourrait dire, le paratexte, le tweet, dans ce cas, les discours idéologiques donc autour des liens, qui doit avant tout être ramené à de plus justes proportions. Et malgré cela, on peut considérer, comme le fait Altman ou l'écrivain Jean-Ed Winterson dans cet article sur The Guardian, que les modèles linguistiques accomplissent la tâche non seulement de manière efficace et satisfaisante, cohérente généralement, mais qu'il s'est également montré habile dans le développement créatif du thème qui lui avait été proposé. Comme le dit Altman, les modèles se démontrent good at creative writing. D'un autre côté, on peut considérer les textes sérieusement, comme le fait par exemple Max Norman, un critique culturel qui écrit pour The Drift et The New Yorker, le lire attentivement, faire un close reading comme il fait, et malgré tout, en sortir un peu dessous. On s'aperçoit que la valeur d'un texte, sa charge d'ambiguïté sémantique et des densités affectives peuvent être simulées. Mais lorsqu'il s'agit d'une vibe, d'une ambiance davantage imputée qui est véritablement construite, who needs plot when you have vibes, disait un article il y a quelque temps publié sur Vogue. Mais dans notre cas, il semble que l'aptitude d'imprégner un texte d'une vibe soit confondue avec l'aptitude à faire que les comptes tombent juste. Il suffit de compter, il suffit de prévoir les moments opportuns pour insérer une formule qui rendra certaines interprétations plus privilégiées que d'autres. Et cela peut donner l'impression d'un modèle qui sait écrire, qui maîtrise la rhétorique, ou même qu'il existe bel et bien une forme d'autoréalité capable de conférer une vibe. La machine elle-même, celle avec laquelle on vient tout juste de dialoguer. Mais qu'est-ce qu'une vibe, exactement? D'un côté, c'est une impression, une atmosphère diffuse, quelque chose qui se ressemble ou qu'elle ne se définit. De l'autre, la vibe fonctionne aussi comme un genre implicite, un ensemble de signaux reconnaissables qui orientent immédiatement la lecture et les attentes de l'interprète. Dans le cas qui nous occupe, cette vibe est celle de la métafiction, évidemment. Autrement dit, les textes activent tout un répertoire des marqueurs, dévoilement du dispositif, retour sur les prompts, mise en scène de l'instance narrative, conscience affichée du mécanisme qui suffisent à produire l'impression d'un geste réflexif. Il ne s'agit pas tant de construire une métafiction au sein fort que d'en convoquer les codes les plus saillants, ceux qui, statistiquement, font métafiction. C'est précisément là que se joue l'ambiguïté. La vibe, l'ambiance, opère, elle est reconnaissable, parfois même convaincante, mais elle relève moins d'une intention esthétique que d'une adéquation probabiliste. Ce que les modèles parviennent à produire, ce n'est pas tant la métafiction elle-même que son effet, son halo, pour aussi dire son climat, sa signature immédiatement lisible. Mais si l'on parle de métafiction, pour être plus précis de cette ambiance générique, on ne fait évidemment pas référence à un objet indifférencié. La tradition littéraire nous fournit des exemples canoniques très clairs. Orlando de Virginia Woolf, Feu-Pas de Vladimir Nabokov, Marelle de Parejuela de Julio Cortázar, ou encore Si par une nuit d'envers un voyageur d'Italo Calvino. Autant de textes qui, chacun à leur manière, mettent en crise le cadre de la narration, exhibent leur propre mécanisme et interrogent la position du lecteur. Ce qui est intéressant dans notre contexte, c'est la manière dont on aime bien à reconnaître un texte comme métafictionnel. Cette reconnaissance fonctionne largement par induction, au sens logique du terme, à partir d'un certain nombre de traits observables, rupture de l'illusion encore, commentaire sur l'acte d'écrire, dispositif réflexif, une sorte de récurrence. Donc, nous inférons l'appartenance du texte à un certain régime ou à un certain genre.
De cette induction découle ensuite une relation d'architectualité, pour répondre à une définition critique, et pas non plus seulement logique. Le texte est rapporté à un ensemble plus vaste des formes, peut-être un répertoire, un archive, à une tradition générique des modèles et des conventions préexistants. Autrement dit, nous ne lisons pas seulement le texte en lui-même, mais à travers les réseaux génériques auxquels nous les rattachons. La question qui se pose alors en ce cas, et qui nous ramène directement au fonctionnement du modèle linguistique, est la suivante. Cet aspect logique, ou dans le cas des liens numériques et statistiques proprement, suffit-il comme critère d'interprétabilité, pour reprendre en phrase d'Eco, en définition de notion chère à Eco. Autrement dit, le fait de savoir reconnaître et recombiner les marqueurs d'un genre permet-il réellement de produire du sens, ou seulement de produire l'effet de semblable d'un sens? Et c'est précisément à partir de cette zone de friction entre reconnaissance formelle, calcul probabiliste et interprétation critique qu'il devient nécessaire de voir de plus proche ce qu'on entend quand on parle d'information et d'où vient ce qu'on appelle information. Si l'on tente d'adopter d'abord un cas plus prosaïque, information a désigné à une certaine époque une personne, très souvent une femme chargée de répondre depuis un standard aux demandes des usagers du service téléphonique, de celles et ceux qui avaient besoin précisément d'une information, des indications pour se rendre à une adresse, un contact téléphonique ou encore des renseignements d'ordre plus général. Si l'on revient à ces moments, et plus largement au moment fondateur des théories de l'information entre les années 1920 et 50, on constate que le terme information est d'abord donc lié à une attitude pragmatique, très ordinaire en fait, demander, appeler, interroger pour obtenir quelque chose. Cependant, avec l'essor des technologies de communication automatique, le télégraphe, le téléphone, puis la radio, la télévision, une question nouvelle émerge. Comment transmettre efficacement des messages à distance, sans perte ni distorsion? L'information n'est plus seulement ce que l'on dit, ce que l'on demande ou ce qu'on reçoit à nos demandes, mais ce que l'on transmet. Il s'agit d'un problème avant tout physique. Ces glissements marquent le passage d'une approche principalement pragmatique, centrée sur l'usage, à une approche qui inclut ces derniers dans un cadre technique, centré sur les processus. Dans ce cadre, la communication est définie comme un processus de sélection. Communiquer, ce n'est pas d'abord interpréter, comprendre ce qu'on dit, ce qu'on demande, mais choisir des symboles, des mots, des signaux, des points ou des traits au sein d'un système et modifier progressivement les probabilités des sélections suivantes, comme dans une chaîne de Markov, par exemple. Plus la sélection progresse, plus l'ensemble des possibilités se restreint et plus l'information devient précise. Prenons un exemple simple. Lorsque vous tapez un mot sur un clavier, chaque lettre que vous choisissez élimine des possibilités. À mesure que les mots se construisent, l'ensemble des combinaisons envisageables se réduit et les messages deviennent de plus en plus précis. Plus les messages avancent, plus les options restantes se restreignent. Par exemple, si je commence à écrire C-H-A, vous anticipez déjà que les mots pourraient être chat ou bien chaud, mais pas maison, par exemple. Hein? Quoi? Je pensais à champ. Ah non, c'est comme cette approche conduit à ce que l'on peut appeler une théorie mécanique de la communication. Deux conséquences majeures en découlent. D'une part, toute variable psychologique ou interprétative est mise entre parenthèses. On ignore la question du sens pour se concentrer sur la capacité du récepteur à distinguer un symbole d'un autre. Ce qui compte est la capacité du récepteur à distinguer un symbole d'un autre. Par exemple, un ordinateur n'a pas besoin de comprendre un fichier et transmettre, il doit simplement reconnaître des zéros et des uns. Exemple, un code barré à la caisse d'un supermarché, par exemple, n'a pas de sens en soi, mais il permet une identification rapide physique et sans erreur. D'autre part, l'information devient une grandeur mesurable, une quantité mathématique définie en termes de probabilité dans un système équiprobable. Plus un événement est improbable, plus il en faut. Exemple, si je vous dis « il fait jour », cela ne vous apprend rien, qu'ils aient une probabilité élevée. En revanche, « il neige en juillet à Rome », est une information forte car la probabilité de cet événement est très faible. Cette quantification permet de calculer la capacité d'un canal, combien d'informations peut-il transmettre par seconde, et d'optimiser les systèmes de communication. Dans ce cadre-ci, l'information est une propriété statistique de la source et du canal.
Je suis en slide arrière. Voilà. Combien de messages, pour ce qui concerne la source, combien de messages différents peut-elle produire? Par exemple, un alphabet des 26 lettres offre plus de combinaisons qu'un alphabet des 10 symboles seulement. Et d'autre part, une information qui a à faire avec le canal. Donc, quelle est, par exemple, la capacité à transmettre ces messages sans erreur? Par exemple, une fibre optique est plus efficace, plus précise d'une ligne téléphonique bruyante. Or, cette distinction est décisive pour comprendre les modèles d'apprentissage automatique contemporains, comme les réseaux de neurones, qui reposent aussi sur cette distinction, autant que sur la distinction entre information et son. La source ici correspond aux données d'entraînement et le canal est le modèle lui-même qui transmet des prédictions en fonction des probabilités apprises. Par exemple, quand un algorithme de traduction choisit entre chat et chien, il calcule les probabilités les plus élevées en fonction des données qu'il a vues. Exactement comme un récepteur shannonien, au sens de Claude Shannon, distingue un signal parmi d'autres. Donc, lorsque un modèle produit un énoncé, nous répond quelque chose en prompt, sa source d'information, si dans le cas de notre prompt, le prompt que nous avons composé, formulé, pensé, est organisé en tant qu'autour d'une intention sémantique. De l'autre côté, la source d'information de cet autre énoncé de l'output, la production en fait du modèle, est organisée en tant que distribution statistique avant tout, issue des données d'entraînement. Shannon lui-même avait noté que les locuteurs humains avaient théorisé et hypothisé possèdent une sorte de connaissance statistique implicite de leur langue. Il avait dit que dans cette rencontre dans les Macy Conferences in New York dans les années 50, the thought occurs that every one of us who speaks a language has implicitly an enormous statistical knowledge of the structure of the language, if we could only get it out. This is to say, we know that words follow other words. We know the standard clichés, grammar, and syntax of English. Bon, les gens, les personnes, selon l'interprétation informationnelle du langage, ils savent quels mots suivent quels mots, quelles structures sont probables ou redondantes. Ils possèdent cette connaissance statistique qui est implicite et le rôle du mathématicien, du théoricien de l'information est seulement celui de l'extraire, de la formaliser. Les modèles de langage, pour TAC, exploitent précisément ce type de connaissances. Mais cette connaissance reste fondamentalement probabiliste, pas sémantique en fait. Elle ne s'identifie ni à la signification, ni à l'interprétation, ni au contenu des énoncés. C'est là, finalement, qu'apparaît ce que l'on peut appeler une limite sémantique de l'information. Et ça, c'est la partie dont je voulais vous parler. La question de la barrière coïncide en large partie avec l'histoire de l'intelligence artificielle et des théories de l'information. En 2018, lors d'un workshop organisé par Melanie Mitchell au Santa Fe Institute dans les États-Unis, des chercheurs des disciplines variées, des informatiques, de linguistique, des philosophes, des linguistes et des philosophes, se réunissent pour discuter de cette limite fondamentale. Mitchell souligne que les modèles actuels d'IA, comme les réseaux de neurones profonds, excellent dans des tâches comme la reconnaissance d'images ou la traduction automatique, mais ils ne comprennent pas les sons au sens humain du terme. Par exemple, un chatbot peut générer une réponse cohérente au prompt, please write a meditation, etc., etc., mais il ne sait pas ce qu'est un récit. De plus, c'est qu'un récit métafictionnel. Il associe simplement des mots en fonction des probabilités qu'il a. Dès les années 1950, plusieurs tentatives visent à modéliser l'expérience sémantique de manière calculable. Ross Williams imagine des dictionnaires sémantiques structurés comme des réseaux, où par exemple, métafiction serait définie selon des traits très spécifiques en tant qu'ils aboutissent à une définition générique. Idée de Quillian qui a beaucoup influencé aussi la théorie des codes d'Umberto Eco, bien sûr, et de capturer les sons en organisant les connaissances comme un réseau de nœuds interconnectés. Après, Donald McKay propose les espaces vectoriels. C'est peut-être la première fois que dans la théorie de l'information, on a quelqu'un qui propose de modéliser le langage sous forme des espaces vectoriels pour représenter des ensembles de propositions.
Par exemple, une phrase comme « les chats dorment sur les tapis » pourrait être transformée en un vecteur mathématique où chaque dimension correspond à un trait sémantique, animal, action, lieu, ou plutôt sémantique, sous-sémantique, corrélationnel. Ces approches permettent de manipuler des symboles ou des données, mais la question c'est, peuvent-elles vraiment capturer, imiter, simuler l'essence, la compréhension sémantique du monde expérientiel? Comprendre une phrase, ce n'est pas seulement identifier des mots ou des relations logiques, probabilistiques, c'est aussi saisir les nuances, les intentions, les contextes culturels. Dans une perspective plus large, la sémantique a souvent été conçue comme une structuration logique orientée vers l'action. Ramos est entre ceux qui l'ont bien souligné déjà dès les années 50. Un ordre militaire, un schéma de circuit électrique, un message codé, des consignes en cas d'incendie, un manuel technique, une partition musicale, etc., véhiculent tout essentiellement une information sémantique. Ils préparent des actes, des formes d'action et de manière générale, l'information sémantique possède un caractère clairement utilitaire, mais surtout logique. Ça nous amène à parler du fait qu'il y a en fait aussi une barrière, mais cette fois de l'information au sein de la sémiotique. Par exemple, la sémiotique elle-même a dû affronter cette tension entre information, sens et signification plusieurs fois, en essayant de définir l'information selon des critères sémiotiques plutôt que seulement mathématiques. Chez Umberto Eco, par exemple, surtout dans ses premiers ouvrages, dans l'Opéra Perse, en 1962, l'information a joué un rôle central. Dans la communication ordinaire, on essaie un excès d'information nuit à la transmission. Les messages deviennent illisibles. En revanche, dans la création artistique, l'excès informatif est constitutif. Et c'est ce qu'Eco appelle la poétique de l'ambiguïté. En fait, ce qui constitue un certain moment créatif, esthétique, artistique dans l'histoire de la littérature, de la musique et des arts visuels, où l'intérêt d'un message tient moins à ce qu'il dit effectivement qu'à ce qu'il pourrait dire. D'autres auteurs, comme Emilio Garroni, ont plaidé pour une intégration plus large de l'information dans une théorie sémiotique attitude, aussi quelquefois critiquant l'approche d'Umberto Eco, tout en soulignant que les machines ne sont pas capables de se lire au sens strict. On trouve donc l'information aussi parmi les entrées du dictionnaire de Goïma et Cortés. Cette entrée, par exemple, tout comme celle de Métasavoir, qui lui est étroitement liée, est signée par Jacques Montagnier. Je vais la lire. Si on voulait donner aujourd'hui à cette notion un statut dans la théorie sémiotique, elle prendrait place dans la dimension cognitive de la manière suivante. On dirait que les savoirs et une information si et seulement si sa circulation dans l'énoncé fait l'objet d'un hypersavoir ou métasavoir, pour au moins une des instances entre lesquelles il circule. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans les détails ici, mais je voudrais seulement souligner une chose à propos de cette entrée, un aspect rhétorique de sa définition. Les débuts ou les statuts de cette notion est conditionnel, une hypothèse, presque un effort et quelque chose qu'on ne fait pas trop agréablement. Fontaigne écrit « si on voulait donner aujourd'hui à cette notion un statut ». Donc, c'est plutôt une notion marginale qu'on doit faire un effort pour inclure dans la théorie sémiotique. Car en fait, il y avait, et celui qui écrivait ce portrait, je pense qu'il notait qu'il y avait une barrière entre la notion d'information, quelque chose qui ne la faisait entrer entre les notions canonisées par la sémiotique. Si l'essence a été longuement un défi et une barrière pour l'intelligence artificielle dans tous ces développements, les concepts d'information se montrent comme un défi, dans ce cas, comme une plaie, comme une arrière-pensée pour la sémiotique. Plus récemment, mais vraiment à partir des années 70, comme dans ce cas par ce livre reconnu par Budenhout, The Meaning of Information, certaines approches biosémiotiques ou cybersémiotiques ont tenté d'inclure l'information dans un cadre encore plus englobant, où elle ne peut être définie qu'en fonction d'un environnement, d'un cadre sensoriel, émotionnel et surtout de l'émergence d'un interprétant. À ce niveau, la barrière du centre, ou plutôt la barrière de l'information, apparaît clairement une nouvelle fois. L'information n'existe pas indépendamment d'un processus interprétatif. Elle n'est jamais simplement donnée, elle est toujours située. Et donc, c'est à ce titre que je voudrais proposer une dernière partie pour ma présentation. Et enfin, un retour à ce qu'on disait au commencement de sa partie centrale. Si l'information est quelque chose de situé, donc
il faut la concevoir avant tout avec des catégories pragmatiques, comme la notion centrale d'une attitude pragmatique. C'est à partir de ça, donc, de ce constat, que l'on peut revenir à les données performatives, à cette attitude pragmatique, d'où la notion d'information à issue. Et poser la question des performances informationnelles. Avec ces trois autres questions auxquelles je n'espère pas de répondre ici, mais que je voudrais vous proposer. Comment le langage naturel est-il devenu central dans l'interaction entre humain et ordinateur et logiciel? Comment peut-on définir les conditions pragmatiques autant que techniques des modèles computationnels qui présupposent la génération de textes ou bien d'images à partir du langage naturel? Et finalement, quelle forme d'acte est un prompt? Un premier exemple, un jalon important est le système de cette histoire, de cette attitude pragmatique où le langage naturel devient un objet de médiation, un objet pragmatique pour utiliser, pour communiquer quelque chose, pour faire quelque chose avec les logiciels. Et le cas du système Struve de Terry Winograd, a développé à la fin des années 1960, où il y avait ce que Winograd appelait un block world, où il y avait en fait de blocs, de cubes, de pyramides disposés sur un espace tridimensionnel, et l'usageur de ce logiciel pouvait interagir en disant au logiciel avec des propositions assez limitées, mais il pouvait utiliser le langage naturel pour exécuter, faire manipuler en fait les logiciels et les mondes virtuels numériques de Struve. On y voit ici émerger l'idée que le langage naturel peut fonctionner comme une sorte d'intermédiaire permettant de produire des actes computationnels. Dire quelque chose à la machine, ce n'est pas seulement décrire, c'est déjà agir sous la machine. Et cette intuition rejoint, bien sûr, la théorie des actes de langage et toutes des théories qui ont déjà écrit beaucoup à propos de l'usage formel du langage naturel, pas seulement sous forme informationnelle, mais surtout sous forme pragmatique, computationnelle. Dans les codes informatiques, en fait, dire et faire coïncident. Écrire une instruction, par exemple en Python, c'est déclencher un processus ici, dire et faire, c'est tout à fait la même chose. Et ça nous fait revenir sur une autre histoire qui est très proche de l'histoire de la cinétique, mais aussi de l'histoire des théories de l'information et du concept d'information, c'est l'histoire des théories de la pragmatique et des actes linguistiques à partir du livre d'Austin, Art de langage, How to do things with words, Art de langage, par la traduction en français, désolé. On a cette histoire qui va autour d'Austin, on a Searle avec le Speech Act en 1969. Et après, on a la première traduction conceptuelle, on peut dire la première traduction théorique de ces théories dans les domaines des études visuelles, avec par exemple Søren Kjørup avec Pictorial Speech Acts, avec bien sûr Mitchell Picture Theory et Bretekamp avec Image Acts. La question qui se fige au centre de cette histoire pour nous, pour revenir à la question de les actes computationnels en tant que conception pragmatique de l'information, que faire donc si c'est le langage naturel et pas perceptiblement un code de programmation qui agit sur l'ordinateur, qui interagit avec les systèmes informationnels. On devrait, comme disait Bredekamp, localiser l'image not in the place formerly occupied by the spoken word, but in that formerly occupied by the speaker. Plusieurs auteurs ont ainsi parlé du code déjà comme d'un acte de langage performatif ou illocutoire. La question devient alors plus complexe lorsque ce n'est plus un langage de programmation explicite, mais le langage naturel lui-même qui agit sur la machine, comme on a vu déjà avec les prompts initiels. Dans les modèles contemporains des descriptions en langage naturel, tout à fait, les prompts servent de requêtes pour activer des processus de recherche, de génération ou de prédiction. Les prompts n'est pas seulement un input informatif ici, il est tout à fait un acte épistémique avant tout, orienté vers l'actualisation de certaines potentialités
du modèle. Il y a ici beaucoup d'exemples, par exemple, dans la computer science le récent, avec tous les efforts par plusieurs chercheurs. On a ces articles ici, How Can We Know What Language Models Know, qui est le premier article qui utilise la notion de prompt pour parler proprement de quelque chose qu'on peut dire, communiquer, qu'il faut utiliser en tant que langage naturel, qui nous fait savoir quelque chose à propos des données d'entraînement qui sont, sous lesquelles un certain modèle linguistique de langage a été entraîné et testé. Donc, cette histoire nous positionne dans le côté plus récent de ces développements, ça, où les prompts ne deviennent pas seulement quelque chose qui regarde la machine elle-même, mais qui regarde en fait une attitude pragmatique face à la machine. Surtout dans les cas où nous parlons de langage naturel qui est utilisé pour penser quelque chose qui n'est pas fait en langage. Et je voudrais faire aussi, justement, Deleuze a été mentionné dans la présentation de Mathieu, je me souviens d'une chose, je ne suis pas trop deleuzienne, en fait, je ne suis pas un lecteur de Deleuze, mais il y avait quelque chose que Deleuze avait dit dans son séminaire des années 80 à propos de l'acte de création, où il disait que la création est avant tout quelque chose qui s'est fait dans quelque chose. Si on crée en littérature, on crée avec la littérature, avec ce moyen-là. Si on crée avec les langages, on crée dans les langages, dans quelque chose de situé. La création, ce n'est pas quelque chose de général ou faculté que tout le monde a, indifféremment du médium ou de ce qu'on utilise pour faire de la création. Et donc, c'est intéressant quand ces technologies-là nous proposent des zones intermédiaires de création où la pensée, la création, la pensée créative se fait avec les langages naturels, mais pas dans les langages naturels, pour achevoir un résultat dans l'image, à travers un système computationnel qui pragmatiquement comprend ce que c'est peut faire dans la traduction créative entre langage et image. Donc, ce qu'on appelle toujours le prompt engineering, dans les images qui nous permet maintenant de parler paradoxalement de quelque chose de potentiellement créatif qui se fait dans le langage, mais d'autre part, qui a des résultats qui ne regardent pas non plus le langage lui-même, donc la situation créative elle-même. Et je voulais proposer cette pré-conclusion à ma présentation de cet article, qui est l'article où les chercheurs ont présenté pour la première fois le système CLIP, qui est un modèle introduit premièrement par OpenAI, qui sert à entraîner, c'est un algorithme qui entraîne des modèles de langage, qui utilise des modèles de langage pour entraîner des modèles text-to-image, où les données d'entraînement langagées sont corrélées à des données d'entraînement visuel. Les modèles CLIP servent à corréler ces données, et c'est ce qui fait qu'on peut dire quelque chose à ChatGPT, pas pour recevoir seulement des textes en retour de l'autre langage, mais pour recevoir des images. C'est grâce à ce système-là, ce CLIP qui corrèle, qui crée des corrélations probabilistiques, pas seulement dans le langage, mais entre langage et image, qui disent à la fin de leur article, dans les remerciements, tout à fait, qui est la part moins lue des articles scientifiques en computer science spécialement. We'd like to thank the millions of people involved in creating the data CLIP is trained on. Les données d'entraînement, ce que fait la potentialité probabilistique de le système algorithmique de ChatGPT, et avant tout à faire avec sa vaste quantité des données qui étaient, dans ce cas, extraites de l'Internet et utilisées pour créer des modèles qui jouent, qui comprennent des distributions statistiques dans ces données de langage qui sont extraites de l'Internet, et qui nous amènent avant tout à des questions conclusives. Comment on agit en prompt sur ces données d'entraînement mixte, multimodal entre langage et image et d'autres types de données mixtes? Qu'est-ce qu'il peut faire? Les prompts activent en effet ces données d'entraînement, activent les possibilités, les probabilités qui sont déjà
existant implicitement dans les modèles. D'autre part, surtout, qu'est-ce que la sémiotique peut faire à propos de ces systèmes d'IA? Pour moi, la question, c'est peut-être un renversement de ce qu'il dit ici Hannes Bayer, qui est un critique littéraire, qui s'est occupé beaucoup de ces questions de la création littéraire faite avec des moyens numériques. Il dit, l'hypothèse, que dans ces cas-là, dans le cas des ChatGPT, des grands modèles de langage, on a affaire avec une sémantique qui n'a pas de pragmatique. Et voilà, je voudrais proposer une sorte de renversement de ça et proposer qu'en revanche, justement, car il y a un prompt, car il y a une interaction qui passe à travers des interactions créatives, langagères ou visuelles avec un logiciel, il y a plutôt une pragmatique implicite redistribuée entre humaine, données, logiciel, architecture et infrastructure technique qui s'est fait sans une sémantique, en fait. Donc, sans qu'il y a une propre compréhension sémantique, un propre sens dans ce qu'il y a dans la machine. Et donc, pour conclure, je voudrais seulement dire que l'information dans cet parcours que j'ai essayé de tracer apparaît bien comme une clé pour la sémiotique, d'une part, dans la mesure où elle met à l'épreuve ces concepts traditionnels des sens d'interprétation et des séquences de création même. Mais elle peut aussi être pensée ici comme une sorte de pli, un point de repliement à partir duquel la sémiotique est contrainte de se redéfinir en dialogue avec les technologies computationnelles, les modèles statistiques et les pratiques de prompt. Autrement dit, l'information n'est ni purement extérieure à la sémiotique, ni totalement réductible à elle, un concept de sens pur. Elle marque une zone de tension productive, je pense, où se joue aujourd'hui une partie des sujets de la théorie et des études sémiotiques aujourd'hui. Et avec ça, je voudrais conclure et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, moi, j'ai quelques commentaires et peut-être une ou deux questions, même si ce sont des questions que je pense difficiles à répondre pour nous tous. Bon, la première remarque, c'est que je suis en train de lire le hasard les œuvres ouvertes et je me disais, c'est assez paradoxal, je crois, mais tu me diras, que cette ambiguïté de l'art, que Eco décrit très bien, effectivement, se manifeste dans les années 50, disons, cette théorie de l'ambiguïté s'impose à un moment où les arts, notamment la musique, parce que c'est la musique qui prend en considération surtout, il commence par Stockhausen et les autres qui font de la musique sériale ou de toute manière qui s'occupe de reproductibilité. C'est un peu paradoxal que quand les mathématiques rentrent, disons, dans les arts, parce que lui, il dit c'est le domaine de la physique qui rentre, qui influence les arts, etc. Donc, tous les problèmes, disons, physique et mathématiques, c'est comique ou paradoxal, je ne sais pas, qu'à ce moment-là où les théories mathématiques s'imposent sur l'art, c'est l'ambiguïté qui domine, hein, c'est la théorie de l'ambiguïté qui domine. Mais ça, c'était une considération. Alors, sur la question traduction texte-image, ça m'intéresse grandement. Je sais aussi que l'ASV maintenant va s'occuper de la traduction, etc. Mais est-ce qu'on peut, ça c'est la question difficile à répondre, parce que je l'ai déjà posée à des mathématiciens qui ne m'ont pas répondu, mais peut-être qui sait. Alors, on dit, certes, à travers, tu as parlé des clips, bien sûr, on a un embedding pour les prompts et on a un embedding qui prend en considération les formes qui sont indexées avec les termes qui sont dans les prompts. OK, donc on met ensemble, on met en correspondance des embeddings qui se correspondent, qui se rapprochent le plus et on produit l'image. Mais il reste un impensé, j'oserais dire, dans cette idée de traduction,
que c'est la composition. Comment est-ce qu'on peut obtenir une cohérence, pas la même que dans la réponse d'un prompt, pas la même que ChatGPT, je veux dire, pas la même que langage verbal. Là, il y a, comment dire, un remplissage de texture, une composition spatiale qui est difficilement réduisible, réductible à un problème de nombre et de chaîne de nombres. On se les pose cette question parce que c'est une question qui concerne les débats pas résolus à mon avis sur calcul perceptif, perception calculée, etc. Bon, j'ai été longue, donc je m'arrête ici. Oui. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la composition comment est-ce que tu peux, oui, comment est-ce que tu peux expliquer que une traduction entre embedding, entre texte et image et entre texte et texte ne peut pas fonctionner de la même manière parce qu'il y a un surplus, un impensé, que c'est effectivement la compositionnalité perceptible qui est faite par une texture cohérente. Parce que les images sont toutes différentes, celles que nous recevons. Elles sont toutes... Et nous recevons par des modèles génératifs. Oui, par Midjourney, etc. Question difficile, je sais. Mais est-ce que cette question te parle? Est-ce que ce problème de la perception t'est venu à l'esprit? Parce qu'on ne peut pas ne pas se poser ce problème de la perception. On imite la perception si on travaille sur la traduction, sur l'IA générative multimodale. On doit considérer la manière dont, par exemple, les données visuelles sont formalisées, sont modélisées dans ce système, surtout dans les bases de données qu'ils utilisent. Oui. Car on ne regarde pas, on ne peut pas concevoir l'image qui sont utilisées probabilistiquement par ces modèles comme nous les concevons. Non, on a plutôt que des images qui ont des valeurs chromatiques, topologiques, ou des qualités figuratives plastiques, on a des pixels, des voxels, des formalisations figuratives qui sont des réductions, en fait, des simplifications qui peuvent être corrélées avec le texte seulement parce qu'il y a des potentialités corrélatives déjà dans les données d'entraînement qui ont été extraites sur l'Internet. Oui, certes, mais justement, ça ne peut pas se réduire à ça. C'est ça que j'essaie de dire, mais peut-être je ne suis pas très claire. C'est qu'il y a un côté imitation, un côté copier-coller de l'image qui ne peut pas se réduire à la rencontre entre embedding, donc entre vecteurs, disons. Tu vois, justement, on se pose la question avec des mathématiciens avec lesquels je travaille, est-ce qu'il y a un effet imitation qui dépasse le problème de la traduction entre embedding? Peut-être, je ne crois pas qu'il y a imitation dans ce modèle, car il n'y a, et ça c'est quelque chose qu'a aussi dit, je crois, Antonio Somaini, qu'il n'y a pas de copies dans ce modèle-là. Il y en a, c'est au niveau de base de données, certainement, où il y a des copies de fichiers, des documents extraits de l'Internet, mais la part générative qui est tout à fait un processus prédictif, pas génératif en sens propre, c'est des prédictions, c'est des modèles qui cherchent de deviner qu'est-ce qu'ils doivent faire pour compléter les prompts qui ont été donnés. Oui, mais les modèles de diffusion ne fonctionnent pas comme les modèles LLM. Et donc, il y a tout un problème de débruitage qui dépasse grandement le fonctionnement des large language models. Donc là... Notamment, je crois que dans les traitements, par exemple, des Midjourney, de Stable Diffusion, dans ces modèles de diffusion, dans leur modélisation, il y a quand même, par exemple, le fait qu'ils peuvent répondre avec des images, des textes. Ça dépend quand même sur Clip, qui est un modèle entraîné sur des GPT. Ne pourrait pas. Donc, c'est la base, c'est différent, mais certains des
qualité. Je pense que, Oui, oui, mais clip est nécessaire, sinon il ne pourrait pas y avoir de traductibilité. Anne? Oui, mais merci Nicolas. J'aurais une question sur la première partie quand tu as présenté l'exemple du chat allemand, quand il disait voilà, qu'il crée, voilà, on veut créer de la métafiction. Et toi, tu parlais de la capacité de chat de créer une ambiance métafictionnelle, une impression ça fait une métafiction. Et la question que je me pose, c'est parce que, bon, personnellement, parce que ça m'intéresse ces derniers temps, c'est qu'est-ce que c'est ce climat, c'est alors dont tu parles, que, quels sont ces traits, disons, sémiotiques qui les distinguent de ce qui ne serait pas faire comme, en quoi, quels sont ces traits, ce sont de l'ordre, que sais-je, figuratif, figural, semi-symbolique, pourquoi on a cette impression que ça fait comme métafiction. Et puis, en lien un peu avec la dernière partie de votre discussion avec Maria Giulia, la question de la copie, en fait. En quoi il se distingue alors, est-ce qu'il y a des traits qui le distinguent, le faire métafiction, comme si c'était de la métafiction, de ce qui serait pour nous une vraie métafiction. Et quels seraient les traits sémiotiques, voilà, de l'un et de l'autre. c'est pour cette raison-là que je voulais parler avant tout des lecteurs modèles. Que ça dépend des stratégies interprétatives qu'on utilise pour encadrer un certain texte. Le prétexte, dans mon cas, de vous la parler, de la donner une perspective sur ce que ces modèles a fait, ne devrait pas effacer le fait que celui qui nous a proposé la possibilité d'interpréter ce texte comme métafictionnel est un lecteur modèle très intéressé que le modèle est interprété en tant que capable de faire comme s'il était créatif, de faire comme s'il était capable de créer des fictions, des métafictions. Dans ces cas-là, il y a des traits, en effet, qui sont tellement stéréotypés, tellement formalisés dans la littérature, dans l'Internet, mais pas seulement dans la littérature canonisée, dans Calvino, dans Virginia Woolf, mais aussi dans les fanfictions, sur les créations des usagers sur l'Internet qui prennent des textes et les refont peut-être quelquefois métafictionnellement. Et donc, il y a des traits qui sont tellement des clichés qui sont le trait que la machine réussit plus souvent et plus facilement et plus probablement à répéter. En fait, d'une certaine manière, ici, à copier. Oui, mais il y a une composante d'imitation, parce que la spatialité, tu vois, la spatialité, tu ne la reçois pas avec des vecteurs, tu vois. Je veux dire, avec des vecteurs au niveau mathématique, tu dois forcément avoir comme des empreintes, tu vois, comme s'il y avait une indexicalité aussi des manières de construire ça. Je me battrai pour ça. Merci. Alors, il y a Jean-François, Rosanna, et puis, il y a quelqu'un aussi qui a posé une question ici via la conversation. Il y a aussi Jacques qui veut. Alors, je vais faire une liste. Alors, Jean-François, Rossana, puis je vais te lire la question que tu as reçue là, et puis Jacques Fontani. François. Oui, alors merci beaucoup pour cet exposé. La question qui concerne la différence entre l'information et le sens est extrêmement importante pour la sémiotique, en effet. Alors, moi, je vois quand même une différence assez marquée, c'est que l'information, au fond, c'est quelque chose qui peut relever d'un calcul. C'est calculable et c'est quelque chose dont la réalité n'est pas contestable. Le sens, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que personne ne sait exactement ce que c'est. C'est même, selon Rébin, c'est un indéfinissable. Donc, bon, alors, si on regarde en réalité ce qui se passe, c'est que les théories sémantiques, Brandt l'a développé dans un petit livre qui s'appelle les machines du sens, les petites machines du sens. C'est des modélisations. C'est des modélisations, je veux dire qu'on a
On a la théorie des catastrophes de Rodé-Thom qui permet de théoriser. On a la théorie des espaces mentaux de Fauconnier. On a le parcours génératif de Grémas. On a tout un tas de théories possibles qui sont des modèles. Qui sont des modèles, c'est-à-dire qu'on une réalité intrinsèque, mais qui viennent nourrir le sens en l'organisant, mais qui ne disent pas ce qu'est le sens lui-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est vraiment une modélisation, c'est quelque chose qui a une réalité ailleurs, presque une réalité en soi. C'est évident, par exemple, pour la théorie des catastrophes, et qui vient organiser le sens. Et en ce sens, le choix d'une modélisation, c'est quand même en grande partie une question, je dirais presque imaginative, en tout cas. C'est une question d'imagination, c'est quasiment aussi une question métaphysique. C'est-à-dire que finalement, comme on ne sait pas ce que c'est, comme toutes les questions métaphysiques, on ne sait pas de quoi il s'agit, on crée quelque chose pour qu'il s'agisse du sens. Alors, comparer ça avec la théorie de l'information, il y a vraiment je ne sais pas si c'est un pli, mais pourtant c'est une fracture, parce que dans un cas, j'ai l'impression que il peut y avoir une sorte de consensus général sur ce dont il s'agit, alors que dans l'autre, pas vraiment. Entre La théorie de sémantique, l'information, ça dépend de on peut en faire beaucoup. la sémantique qu'on considère. Dans la sémantique, par exemple, analytique, américaine, Oui, par exemple. il y avait beaucoup de Voilà, il y a influences. oui, il y a la sémantique conditionnelle, etc. Il y a tout un tas de possibilités pour traiter du sens, justement. Mais cette chose qui est présupposée par toutes les sémantiques n'est pas en elle-même définissable en dehors des modèles que l'on utilise pour définir. Alors qu'il me semble que ce n'est pas tout à fait le même cas pour l'information. Oui, c'est vrai, mais si on sort des concepts plus définis, en tant qu'il s'agit d'une mesure quantitative, d'un logarithme. C'est ça. Enfin, tant c'est un peu moins ambigu que la notion d'essence, dépendant du modèle dont on réfère. Mais je crois que la question de l'imagination est aussi plutôt, je dirais, de l'expérience. C'est fondamental ici pour comprendre une autre peut-être barrière avec ces modèles de langage, avec ce modèle computationnel. Il s'agit aussi de comprendre qu'est-ce qu'il passe quand une sorte d'expérience du langage se fait seulement sur base d'informations et pas non plus sur base des sens. Oui. Donc, c'est un autre côté que j'aurais voulu considérer ici, mais je n'ai pas assez de temps. Il message qu'il y a. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. Et je voulais partager brièvement une observation, après vous poser une question. Sur la dernière partie, non, quand vous parlez du prompt comme un acte pragmatique, mais en même temps un acte épistémique, donc l'attitude pragmatique qu'on a. Et je me posais la question si l'adjectif pragmatique dans ce cas n'est pas ne mène pas à prendre seulement une partie de l'idée d'acte comme acte pragmatique. C'est-à-dire que le prompt permet de faire quelque chose, mais dans un intra-discours, c'est-à-dire à l'intérieur d'un discours délimité de le corpus, le langage, etc. Alors que quand on va prendre, la définition d'acte pragmatique, telle que vous avez cité Austin, donc je reviens à Austin, le classique, Austin nous dit que quand on fait quelque chose, on a d'un côté l'acte illocutoire, quelque chose qu'on fait d'une source vers un récepteur, mais on a aussi un acte perlocutoire, d'un récepteur vers un complexe, l'autre récepteur, la source, etc. Et j'ai l'impression que cette idée de prompt comme acte pragmatique prend en considération seulement une partie de cette question-là. C'est-à-dire qu'elle écarte la dimension extra-discursive de l'acte pragmatique qui
pourtant est fondamentale pour considérer un acte de langage comme une praxis. Donc, pardon pour l'introduction, mais donc ma question est la suivante. Comment finalement se positionner face au fait que les IA restent prises dans un intradiscours? C'est-à-dire comment considérer tout ce qui renvoie à l'extradiscursif quand on parle d'IA? Pardon, la générale, mais pour moi, là, elle est fondamentale parce que si on veut réintroduire la dimension, la valeur pragmatique dans les questions d'IA, il faut se confronter à l'extradiscursif d'une manière ou de l'autre. Oui, ok, merci pour la question. Merci à vous. Et, je crois qu'une possibilité serait de penser à cette interaction, cet échange, et, qui sont tout à fait pragmatiques dans le sens avant tout illocutoire, en toutes les deux les directions. Je crois qu'on devrait penser en termes de théorie des affects. Donc, à penser dans quelle manière la perlocution pas seulement d'un acte singulier, mais d'une itération comportementale, créative, pragmatique en général, entre un usagère et un logiciel, en ce cas, avec les temps, avec plusieurs interactions et plusieurs utilisations de ces moyens, arrive à aboutir à une sorte de, pas seulement d'habitus, mais d'affection complète entre la machine et l'usager. Donc, la machine n'est pas plus séparée, conçue comme objet qu'on utilise pour faire quelque chose, mais comme un assemblage, en fait, qui est utilisé pas extérieurement, pas comme on dirait avec Bernard Stiegler, comme une exosomatisation, mais comme quelque chose qui est internalisé dans la conception pragmatique que l'on fait de la machine. Donc, je crois que la perlocution pourrait être inclue dans ce cas en concevant les effets affectifs de la machine et donc les effets en termes de création d'habitude. Je crois. Sera affecté par l'algorithme. Effectivement, hein? J'avais frôlé ça avec la question des vibrations. Hein. Les vibrations, c'est vibes. C'est l'électricité. Non. Je me suis dit, ah. Et puis, c'est là-dedans. Je peux aussi à affect au sein de Rita Felski, de Brian Massumi, de Laurent Berland. Donc, dans un affect qui n'est pas seulement privat, personnel, mais public, ordinaire, diffuse, qui est collectif en fait. Donc, on donne la parole à Jacques Montagny et ensuite je vais lire la question. Jacques. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir à la question du meaning. Mais d'abord, puisque tu as eu la gentillesse d'évoquer un passage du dictionnaire numéro 2 où je parlais de l'information, c'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on prenait quelques précautions pour introduire l'information à l'intérieur de l'organon sémiotique. Et d'ailleurs, ce que tu as cité, c'était dans un cadre qui consistait à donner une définition actentielle à l'information. Quels sont les actants qui sont impliqués dans l'information? Quel est le minimum actentiel et nécessaire? Et c'était rien d'autre. Alors, moi, je voulais revenir sur la question du meaning parce que beaucoup de nos discussions sur le fait de savoir si le ChatGPT ou les autres manipulent du sens reposent sur une conception du sens un peu, je dirais, massive, monologique, peut-être même ontologique. Et je crois que si on se place du côté, de l'interprétation et 2, dans le cadre d'interaction, c'est ce que tu as fait, interaction, ça donne des actes de langage et de la pragmatique. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a toute une gamme de manières de construire de la signification dans l'interprétation. Il n'y a pas une seule manière. Et d'ailleurs, les sémioticiens et théoriciens, les uns après les autres, par exemple, Eco
tout le monde parle d'écho en ce moment parce qu'il y a un hommage qui se prépare au mois de mai à Bologne. Pour écho, c'est quand on commence à trouver des différences. Pour Gramsci, c'est quand on commence à faire de la reformulation. Pour d'autres, c'est quand on fait de la traduction, etc. Donc, il y a déjà une diversité de la conception même des procédures de construction de la signification, d'abord qui évite de réifier le sens, mais d'en faire le résultat d'un processus. Mais si on se donne alors comme champ d'observation toute la gamme des genres d'interactions possibles, alors on s'aperçoit que le genre d'interaction qui est proposé dans le rapport avec l'IA générative peut prendre sa place dans cet ensemble très vaste. Parce que ça ne veut pas dire que toutes les significations sont des significations hiérarchiquement toutes égales, etc. Mais il y a un processus. Alors, quel est le processus qui est en œuvre? Et là, c'était une question, parce que moi, je ne suis pas assez féru dans le domaine informatique, et en particulier dans ces modèles d'IA générative, pour aller vraiment spontanément au cœur des choses. Mais il me semble que le prompt agit sur la machine, non pas par la forme de l'énoncé, mais par la nature des éléments qu'elle assemble, que le prompt assemble. Moi, j'ai fait des petites expériences de proposer un prompt formulé d'une manière, de renverser au prix même de l'incohérence les éléments, et puis d'obtenir toujours le même type de réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la machine? On lui propose un ensemble d'éléments lexicaux ou syntagmatiques qui sont des relations potentielles entre des éléments du prompt. Et on lui dit, bah, écoute, à toi de faire des relations et d'établir le même type de relations ou d'autres avec toutes les données dont tu disposes. Et est-ce que c'est autre chose, cet acte de langage performatif que l'on met en œuvre dans le prompt qu'on adresse à la machine? Et je finis en disant, il y a toutes sortes de genres d'interactions où, par exemple, une conversation libre et bruyante, où ça parle dans tous les sens, mais on s'aperçoit bien que certaines réponses ou certaines réactions reposent simplement sur l'association entre 2 ou 3 mots qui ont été entendus, et pas forcément dans la bouche des mêmes personnes. Donc, il arrive parfois qu'on fonctionne un peu comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'on assemble des petits morceaux et qu'on va puiser dans nos réserves culturelles et notre mémoire des réactions qui reposent sur ces associations. Donc, le principe simplement de mon intervention, c'était de dire, si on commence à déplacer la question de la signification comme un processus qui se joue dans l'interprétation, et si on place l'interprétation dans le cadre de l'interaction dont on peut faire une typologie, dont on peut repérer des genres, où on repérera donc des différentes manières de construire la signification, alors on n'oppose plus radicalement de la même manière ce que l'humain fait pour accéder à la signification de l'énoncé et ce que ChatGPT fait pour répondre à un prompt. Je joue un peu l'avocat du diable, là. Donc, la question à faire, la question je n'ai pas compris les derniers mots. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question complètement jusqu'à la fin. Avocat du diable? Avocat del diabolo. Ah oui. L'avocat du diable. Ah, ok. C'est aux limites. Je crois qu'on pourrait concevoir, peut-être un peu comiquement, la partie qui joue un modèle de langage, comme dans ce cas, celui présenté par Sam Altman comme une sorte de bricoleur parfait, une sorte au sens de Lévi-Strauss, un bricoleur qui est complètement capable de jouer, de récomposer, de manipuler des morceaux qui nous l'a donné. Mais je crois à propos, surtout dans votre question, vous avez mentionné Umberto Eco, certainement il y a plusieurs niveaux où on peut concevoir la production du sens, la production de signification. Et surtout, j'avais essayé de faire ça dans ma thèse, Maria-Julia le sait, j'avais essayé de reprendre les modes de production
sémiotique d'Eco pour comprendre à quel différents niveaux qu'Eco avait réussi à distinguer ces modes. On peut parler d'une réussite satisfaisante par ces modèles. Est-ce que le modèle sait reconnaître? Oui, bien sûr. Est-ce que le modèle sait ostender, créer des exemples avec tous les cas de l'ostension, bien sûr. Il y a plus de difficultés à comprendre comment et à travers quels moyens, à travers quel type d'éléments, si on parle quand non plus de ce même modèle donné, est-ce qu'il réplique et comment est-ce qu'il invente et comment on doit comprendre comment, par exemple, un modèle de ce type, comme GPT, comme Midjourney, il peut être dit capable, pas seulement au niveau du jugement, mais surtout au niveau de la production capable d'invention esthétique propre. Donc, c'est un problème qui, je crois, qui n'a encore été reçu, défini bien encore. Donc, je crois qu'on devait pas forcément retourner à Eco au mode de production cynique, mais réfléchir bien sûr sur le fait qu'il existe différents niveaux possibles qu'on peut considérer de signification et de production du sens, j'entends. Si j'ai bien entendu la question. Merci à tous les deux. Je passe la parole à Matteo et puis je lis cette fameuse question qui traîne dans la conversation et puis on va arrêter la séance. Oui, donc moi, très, très brièvement, dans le même sens, ce que dit Jacques, la question du... il y a ces derniers livres de Claudio Paolucci, tu l'as lu peut-être, non? D'Anti-Cyborg. Donc, oui. Voilà, d'un point de vue persien, c'est dire qu'il n'y a pas de sémiose machinique ne semble pas avoir trop de sens. Enfin, si la sémiose, c'est une traduction, bien là, c'est précisément ce que fait ChatGPT, et puis il y a la question des espaces latents, de la productivité, de la créativité dans l'espace latent. Voilà, donc je me demande, bon, ça va dans le même sens que disait Jacques tout à l'heure, mais souvent, Claudio, je pense, dit quelque chose de très drôle. Souvent, on dit qu'on ne sait pas ce qu'on a dit. Donc, c'est très drôle de dire que la machine ne sait pas ce qu'elle dit, mais parce que très souvent, nous non plus, on ne sait pas ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on sait pas, qu'on sait ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on dit? Les tests de Turing, justement, déplacent la question. Non, les tests de Turing déplacent la question du fait est-ce que le robot est conscient ou pas, au fait est-ce que tu peux prouver qu'il est conscient ou pas. C'est comme quand on parle, est-ce que les chiens, quand ils parlent il aboie avec les autres, ils communiquent, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Réflexion, ben, comment on peut savoir ça? C'est une non-question, à mon avis. Non? Est-ce que tu es conscient qu'il y a un robot? Voilà. À propos du test de Turing, c'est pour ça que beaucoup de chercheurs et chercheuses dans ce domaine-là ont proposé de parler pour essayer de soumettre ces machines-là à des tests de Turing qui sont des tests comportementaux. En fait, c'est pas important si la machine est effectivement, réellement intelligente, créative, etc., comme si Turing avait tenté de démontrer. Ce qui est important, c'est qu'il fait le comportement intelligent, ce qui se démontre. Je peux poser une question, mais tu réponds. Dans ton exposé, il y a un modèle d'interrogation où tu mets en parallèle les algorithmes de l'IA qui s'enclenchent sur la consigne et les algorithmes du langage. Et tu es capable de les penser en parallèle, de voir si l'un neutralise l'autre ou s'ils évoluent en parallèle. Je m'arrête là, mais... Bien sûr, il y a une modélisation. Ce qu'on appelle les algorithmes du langage sont tous ce grammaire, ces stéréotypes, ce cliché qui peuvent être formalisés afin de créer un langage formel, un langage qui peut être fait fonctionner avec une machine, en fait, qui peut être simulé avec une machine, dans des jeux de prédiction, des classifications. Mais c'est pour ça que je pense, en retournant en mêlant vos questions, que ce n'est pas une question de comprendre comment les machines utilisent comportementalement les langages, mais on est en train de dire il y a des chercheuses et chercheurs qui parlent plutôt que d'un test de Turing, d'un test de Lovelace, comme Ada Lovelace, des mathématiciens du 19e siècle, pour dire qu'il n'est pas important qu'on ne sait pas que c'est une machine qui est comportementalement ou bonne à imiter les comportements intelligents ou langagés humains, mais
c'est vraiment créative, intelligente, l'algorithme, pour s'y dire, si on sait qui c'est une machine qui crée. Donc, notamment si les tests de Lovelace dépassent celui de Turing, car à ce point-là, c'est surprenant quand, même si on est conscient, on sait que c'est la création d'une machine, c'est une surprise, c'est si intelligence, c'est pragmatiquement efficace, même si on sait, on l'a vu comme on fait l'expérience aujourd'hui, à ce point-là, c'est intelligente, pas seulement comportementalement, mais pragmatiquement. Donc, si que cette machine a réussi à créer des effets qui ne sont pas seulement liés à sa intelligence, mais à celui que Luciano Floridi, par exemple, a appelé la agency. On devrait parler plutôt que d'intelligence artificielle, de agency artificielle, d'agentement artificiel. Si tu prends le syndrome de Lovelace réinterprété par Grothendieck, quand tu énonces en langage, tu crois que c'est un motif naturel basé sur le langage, mais ce que tu exposes par tes signes calculés sémantiquement et algorithmiquement, c'est un topoi. Et la figure de Grothendieck, c'est de réunir les deux. Un topoi. Et le syndrome de Lovelace revu par Grothendieck, c'est la conjugaison du motif et du topoi. Mais c'est au moment où la machine est plus seulement capable d'utiliser des topoi, mais aussi de faire quelque chose qui ressemble à un acte de création avec, même si des topoi ou quelque chose qui est un peu plus libre, indéterminé, ambigu, la chose se fait intéressante, pas seulement avec l'utilisation stéréotypique de topoïque, quelque chose. Je crois qu'il y a une possible ouverture dans ce sens avec ces machines. Et parler d'une sorte de, pas proprement peut-être de sémiose, je suis d'accord qu'il n'y a pas de sémiose proprement, mais par exemple, quelqu'un comme Soren Brier dans la cybersémiotique a proposé de parler de quasi-sémiotique, de pseudo-sémiotique quand on parle de machine, par exemple, pour répondre aussi à Claudio. Oui, mais Claudio ne dit pas vraiment qu'il n'y a pas de sémiose. Claudio dit que c'est l'expression et contenu qui ne sont plus bons pour pouvoir comprendre les IA, que c'est un problème justement des chaînes de médiation à la purse, mais que ça signifie, bien sûr, qu'il y a du sens, évidemment. Alors, je vais te lire cette question d'une chercheuse brésilienne, Laetitia Leal. Bonjour, monsieur le professeur Monti, merci beaucoup pour votre intervention. Votre analyse de prompt en tant que modérateur pour des actes computationnels ou dire coïncide avec faire est tout à fait passionnante. Dans mes recherches doctorales sur la fanfiction, je travaille sur la subversion passionnelle de l'auteur marginal. Pensez-vous qu'en utilisant les prompts pour agir sur le langage, nous déléguons notre compétence performative à la machine ou l'humain reste-t-il le seul énonciateur capable de franchir véritablement la barrière du sens? Impossible. Et enfin, je pense que la question du sens ici, ainsi posée, c'est avant tout une question de à qui ou à quoi nous donnons la propriété de faire quelque chose avec le langage, avec les fictions. Donc, si dans ce cas, on a une machine qui crée quelque chose, dans ce cas, en fanfiction, si cet annonciateur est capable de convaincre, d'être efficace et de réussir à faire quelque chose, à émotionner, donc à affecter quelqu'un, on a un franchissement, mais bien sûr, pas de la barrière du sens proprement, je crois, seulement si seulement dans la barrière du sens, on comprend aussi le concept d'information dont j'ai parlé, dans le fait que cet acte de langage ne sont pas faits avec une compréhension sensible, sensorielle, affective, émotionnelle, vitale, etc., du langage ou de la fiction, de l'imagination, mais d'une connaissance qui n'est pas une connaissance tout à fait, mais si on a simplement une saisie distributionnelle de ce fait, de ces données.
Mais s'il crée des effets, s'il existe un élément comme tel, ça c'est par contre à la fin le niveau pragmatique. Donc on a un franchissement et pragmatiquement. Parfait, parfait. Merci encore. Et on se voit dans une semaine, oui, le 4 février, avec Carlo Vercellone et Megan Barker.